Et pour cela, on va aborder des concepts qui vont permettre de comprendre le potentiel réel du low-code, no-code, parce que ça crée beaucoup d'entreprises et ça crée également beaucoup d'argent. OK, je vais vous expliquer tout à l'heure comment. Maintenant, on va aussi faire des analyses de trois cas d'usage d'entreprises que je prendrai, sur lesquels je vais expliquer un peu, que vous puissiez comprendre. Et on va aussi voir comment construire ensemble une solution sur un cas pratique. OK? Et aussi comment mesurer la valeur, à savoir le délai, la qualité, l'expérience et le retour sur investissement. Ça, c'est en anglais, ROI. Donc, mais en français, ça veut dire en français, retour sur investissement. Parce qu'on investit, OK, mais il faut avoir un retour sur ce qu'on a investi. Et là aussi, on va voir comment identifier les limites, les risques et les conditions de réussite d'un projet que vous avez à gérer. OK, pour commencer maintenant, on va commencer par les points de départ. Maintenant, et ça peut être une question qu'on peut se poser mutuellement. Donc, le point de départ, c'est quoi? C'est le point métier. C'est un problème métier. OK? Et non l'outil, hein? Parce que déjà, je prends quatre ensemble. Si on pose la question, combien d'entreprises utilisent Excel, WhatsApp, des emails et des formulaires papier pour gérer les processus de digitalisation? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. L'exemple que je prends, qui est assez simple, c'est parfois, vous allez voir dans certains coins, il y en a qui ont qui partagent des flyers manuellement. Mais en sachant que vous donnez à quelqu'un un flyer manuellement, il doit le remplir, vous les récupérez pour les consolider. C'est une perte de temps énorme que vous faites. OK? Donc, et là, il faut comprendre que ce sujet-là maintenant que nous avons, ce n'est pas seulement technologique, mais il concerne également la vitesse de transformation des processus. Parce que on a des processus qui sont manuels et qu'il faut digitaliser. Maintenant, pourquoi les digitaliser? Parce qu'on veut réduire la distance entre le besoin métier et la solution numérique. C'est très important. C'est deux éléments très importants. Le besoin métier et la solution numérique. Je prends un cas très simple. Moi, je dis, j'ai envie de savoir, par exemple, le nombre de chômeurs ou le nombre d'étudiants qui est dans mon quartier. Exemple. Si je dis que moi, je veux calculer le nombre d'étudiants qui est dans mon quartier, pour le savoir, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que je suis obligé de prendre des gens qui vont faire porte à porte. Ça peut être compliqué parce qu'on peut entrer dans une maison où il y a beaucoup d'appartements, ou bien dans une maison où il y a beaucoup de chambres, et que ces chambres sont fermées, ou bien ces appartements sont fermés. OK, ceux qui les écoutent ne sont pas là. Vous voyez bien, ça, c'est un peu le métier que nous avons. Maintenant, la question maintenant, c'est comment on va faire pour mettre en place une solution numérique qui me permettra de savoir le nombre d'étudiants qui est dans mon quartier. Et de voir maintenant, dans ce nombre d'étudiants qui est dans mon quartier maintenant, quelles sont les spécialités de ces étudiants-là. Comme ça, si j'ai un marché, je peux savoir sur qui me retourner. Vous voyez bien. Donc, ici, on voit deux choses. On voit un besoin métier et on voit également qu'on a la possibilité d'apporter une solution numérique. Maintenant, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que si on y va avec l'approche classique, on va perdre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que simplement, on a le besoin qui est connu. Il nous faut un cahier des charges. Il faut qu'on développe une solution pour ce cahier des charges-là. Il faut qu'on fasse les tests, l'intégration et le déploiement de la solution. Ça, c'est l'approche classique. Or, si on y va avec l'approche low-code, no-code, l'approche différente. Pourquoi? Parce que le besoin il est connu, on va le prototyper. On va le prototyper. On va le prototyper et on fait la validation du métier. Une fois qu'il est validé maintenant, ce métier est validé, on va automatiser le process. Et là, on passe au déploiement. Ça veut dire qu'ici, ce qui me prenait déjà le besoin, le cahier des charges, le développement, le test, l'intégration et le déploiement, me revient à ce schéma-là, qui est plus court. Besoin, prototype, validation de métier, automatisation et test déploiement. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici, il y a un gain qui est recherché. C'est quoi? C'est accélérer l'expérimentation et l'automatisation sans sacrifier la gouvernance. Mais c'est quoi la gouvernance? Parce que si vous regardez même le terme gouvernance, on a le verbe gouverner. 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 Mais on dit gouverner, c'est prévoir.
qui gouverne fait la prévention et fait la gestion aussi. Ça veut dire que ça nous ramène à mettre en place une solution plus rapide qui va nous permettre de pouvoir maintenant gérer l'expérimentation, l'accélérer et automatiser également les tâches sans sacrifier la gouvernance. C'est-à-dire qu'on met en place une solution et cette solution qu'on met en place, maintenant, on a la possibilité de la gérer, mais également d'anticiper sur le besoin. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, il faut voir deux éléments très importants, le low-code et le no-code. Comment les distinguer? Si je vous demandais ici tout de suite, comment vous pouvez distinguer le low-code du no-code? Quand on dit low en anglais, c'est un nom anglais, low peut dire peu, no peut dire non. Ça, on peut les signifier. Mais quand vous avez des plateformes, comment distinguer que ça c'est le low-code et ça c'est le no-code? On dit, quand on prend les locaux, nos codes, on a des interfaces visuelles et des composants prêts à l'emploi. C'est-à-dire qu'on les prend dès qu'on les implémente, dès qu'on est prêt à l'emploi. On a des formulaires, des workflows, des CRM simples et des réservations. Quand on parle de CRM, c'est le mot anglais pour dire Customer Relationship Management. Customer Relationship Management. Pour dire en français, gestion de la relation client. C'est-à-dire c'est un processus que vous avez au flow qui a été défini, OK, qui vous permet de gérer facilement la relation client. Et ça, toutes les entreprises en ont besoin. Je dis bien, toutes les entreprises et organisations en ont besoin. Toutes les entreprises. Pourquoi? Parce que une entreprise, je prends exemple la Sonatel, que je connais bien, la Sonatel a besoin d'un CRM. Pourquoi? Parce que il faut gérer la relation client. C'est très important. Parce que ce sont les clients qui rapportent de l'argent à la Sonatel. OK? Et si on met en place une bonne solution de CRM, ça veut dire facilement on a la possibilité de fidéliser nos clients qui va permettre également de rapporter et d'augmenter le chiffre d'affaires que la santé va faire sur tous les services. Autre élément important, c'est l'automatisation des tâches répétitives. Parce que l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire que tout ce qu'on faisait manuellement, il faut qu'on change d'approche. OK? Et toutes les tâches qui sont répétitives, il faut qu'on puisse les automatiser. Ça veut dire que ce qu'on faisait périodiquement de façon répétitive, on va automatiser les tâches en mettant en place des workflows. OK? Et ces workflows qu'on va mettre en place maintenant vont nous permettre également de pouvoir faire cette automatisation. Et après, c'est qui va l'utiliser? Le public. Ce sont les utilisateurs métiers. Ça veut dire que ceux pour qui la solution doit être faite et ceux qui vont également l'exploiter. Mais aussi ce qu'on appelle les citizen developers. Parce que quand on dit citizen, c'est mon anglais, c'est citoyen. OK? Ce que les développeurs également vont utiliser ça. Moi, je mets en place ma solution, OK, de low-code qui permet de pouvoir maintenant facilement générer une solution SaaS. Et ça, vous l'entendez souvent parler de SaaS maintenant, SaaS, pour dire Software as a Service. Donc, je mets en place une plateforme no-code qui permet de pouvoir générer des SaaS. OK? Maintenant, quand je prends le no-code, ça veut dire quoi? Je mets en place des composants visuels avec des possibilités d'ajouter du code. Regardez bien. Là, on a dit, on a des composants interface visuelle et composants prêts à l'emploi. Prêts à l'emploi. Ici, maintenant, on a des composants visuels qu'on va maintenant pouvoir ajouter du code. C'est-à-dire que quelqu'un, pose le composant, il peut coder, il peut ajouter du code. Autre élément, ici, on a des formulaires de workflow et des CRM. Mais ici, on a des API, OK, et des fonctions qu'on peut personnaliser. Regardez bien, des API, pour des applications programme interface. Donc, on met en place des interfaces programmables qui peuvent être connectées à des applications distinctes, OK, et on donne la possibilité maintenant, en créant des fonctions prédéfinies qu'on peut customiser pour les intégrer dans des solutions différentes. Je prends un exemple très simple. Je dis, je mets en place une solution de low-code qui vous permet de pouvoir maintenant le connecter à n'importe quelle application existante. Maintenant, quand vous allez faire la connexion maintenant, je vous laisse la possibilité maintenant de pouvoir utiliser votre API, OK, et de donner les paramètres de l'API, à savoir le serveur avec lequel vous voulez le connecter, le nom d'utilisateur, le mot de passe, le port que vous voulez utiliser, etc., etc. OK? Ça, c'est dans un environnement low-code
avec des API et des fonctions personnalisées et avec qui peut être intégré à d'autres solutions. Autre élément également, on peut avoir des applications métiers plus complexes. Exemple, je prends le cas par exemple, de Flutter Flow. Flutter Flow que je peux utiliser, OK, et je peux aussi le linker à du Firebase, OK, pour gérer toute la logique métier liée à la persistance des données. OK? Et là, je peux aussi le relier également à d'autres solutions back-end, OK? Où je vais pouvoir puiser les données à travers les API et créer mes interfaces maintenant avec Flutter Flow, OK, pour la partie environnement web ou bien mobile, si je veux. Et ce qu'il faut l'utiliser maintenant, c'est, attention, ici on avait dit, c'est tous les utilisateurs métiers. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de connaître savoir coder pour le faire, pour ce volet-là, le no-code. Mais ici, il faut un public IT, OK, plus maintenant le métier. OK, c'est question du métier. Et c'est très important. Juste pour dire que dans tous les cas, on va pas toujours de low code, no code. Mais il faut comprendre d'abord dans quel cas on est dans le low code et dans quel cas on est dans le no code. C'est très important. Très, très important. L'autre élément, c'est quoi? Le point clé. Donc, quand on dit no code, ça ne signifie pas sans informatique. Ça, c'est important. Parce que dans tous les cas, vous avez des solutions SaaS intégrées. Et ces solutions SaaS, maintenant, il y en a, vous avez des boîtes à outils qui sont prêtes à être utilisées. OK? Donc, et vous pouvez maintenant juste les customiser et pour les implémenter. Mais attention, attention, le low code signifie la construction, la construction. C'est-à-dire, il ne supprime pas les responsabilités d'ingénierie. Il ne supprime pas les responsabilités d'ingénierie. C'est-à-dire que dans tous les cas, vous avez des budgets, des composants prêts à être utilisés. Donc, il faut savoir les utiliser, il faut savoir les implémenter. Maintenant, ça veut dire que pour cela, il faut que vous ayez une architecture et des modèles de données. Il faut avoir une architecture. Même si c'est du no-code, il faut une architecture à la base. Et généralement, l'architecture que vous avez à faire, soit c'est une architecture client-serveur basique, à savoir une couche client et une couche serveur, ou bien vous avez également la possibilité d'étendre ça avec du 3 tiers. Vous avez la couche cliente, la couche serveur d'application et la couche serveur de base de données. Maintenant, quel que soit le niveau d'accès que vous avez à gérer, vous avez la possibilité d'avoir des composants prêts à être utilisés et que vous pouvez maintenant linker les uns aux autres pour créer votre architecture et aussi pour créer le modèle de données. Pourquoi? Parce qu'on parle de modèle de données que si on veut aller vers la base de données. Ou bien si on veut maintenant utiliser une architecture maintenant à 3 niveaux, avec un niveau de persistance, mais avec aussi une couche de design pattern qu'on peut utiliser. Et pour cela maintenant, il faut intégrer la sécurité. Il faut intégrer l'authentification, il faut aussi gérer les droits d'accès. Attention maintenant, pourquoi? Parce que dans la gestion de la sécurité, il y a des niveaux de base. Parce que la sécurité, c'est à des niveaux. OK? Maintenant, si on prend ces niveaux-là, maintenant, on a l'un des éléments qui est important, c'est l'authentification. Il faut qu'on puisse dire qui peut faire quoi. Qui peut faire quoi. Qui peut se connecter et qui peut faire quoi. Si on veut dire qui peut se connecter, là, on est dans l'authentification. Il faut que celui qui va s'authentifier, il faut qu'on puisse vérifier qu'il a normalement la possibilité de s'authentifier. Et après ça, maintenant, il faut aussi gérer les droits d'accès. OK? Pour dire qui peut faire quoi. OK? Et cette gestion également que vous avez à faire, on peut le faire sur plusieurs critères. OK? Mais on peut aussi également créer des rôles et définir des droits d'accès par rapport aux rôles, ce qu'on appelle les airbags. Après ça, maintenant, si ceci est fait maintenant, nous avons la possibilité maintenant d'intégrer le système d'information et les API. Vous voyez bien, ça veut dire que l'idée, c'est quoi? Moi, je dis, je mets en place une solution SaaS qui permet maintenant à tout un chacun qui puisse maintenant créer sa solution de pouvoir le faire sans difficulté. Mais pour cela, il faut que je comprenne que à la base, l'utilisateur qui veut venir, qui veut créer sa solution maintenant, SaaS, il peut utiliser sa base de données, ou bien il peut générer sa base de données. Donc, ou bien je veux créer un workflow qui lui permet de pouvoir générer sa base de données sur la base d'informations qu'il va fournir. Maintenant, si ceci est fait maintenant, je peux maintenant mettre en place des API qui pourront permettre de connecter son système à d'autres solutions existantes. OK? Donc là, je fais de l'intégration avec les récits, mais également avec les API. Autre élément qui est important, c'est la journalisation.
Parce que dans un système, si vous voulez que votre système fonctionne normalement et que vous aurez une traçabilité de tout ce qui se fait dans le système, il faut faire une journalisation des activités, OK? De tout utilisateur, même du système en tant que tel. C'est-à-dire, toute action qui se passe au niveau du système, il faut la journaliser. Et il faut également mettre en place une politique de sauvegarde et gérer la continuité du service. Pour cela, maintenant, il faut mettre en place un système qui va dire que chaque 1 heure de temps, fais-moi la sauvegarde. Ou bien chaque 4 heures de temps, fais-moi la sauvegarde. Ou chaque 12 heures de temps, fais-moi la sauvegarde. OK? Ça permet de minimiser les pertes de données et de garantir également la continuité en cas d'arrêt de service. OK? Donc, et ça, c'est important. L'autre élément qui est important maintenant, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance. Parce qu'un système, il faut le gérer. Il faut le gérer. Il faut l'administrer. Il faut aussi gouverner, voir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui est fait, sur quoi il faut aller. Il faut aussi prévoir le futur. Et pour ça, maintenant, ça peut nous ramener à parler de maintenance, parce que si on voit qu'il y a des erreurs qui sont constatées, il faut les corriger. Si on voit qu'il y a des améliorations également qu'il faut emmener également, il faut également corriger. Donc là, on est dans la maintenance. Et cette maintenance qu'on a à faire maintenant, elle peut être curative, mais elle peut être aussi évolutive. C'est-à-dire qu'on peut se dire que dans 2 ans, dans 3 ans, on va aller vers une IA, mais une IA qui va aller dans l'approche prédictive. Il faut qu'on intègre maintenant. OK? Donc, ça, on est dans l'évolutif. C'est très important. Ou bien, je dis que moi, je mets en place un système d'authentification simple. Donc, je me dis maintenant, normalement, ça, c'est facile à hacker. Et comme je vois, il y a des risques de sécurité, je dis que je mets en place un système d'authentification multiple. OK? Je dis dans ce cas, maintenant, je peux intégrer maintenant soit l'authentification maintenant basique avec maintenant la biométrie. Et quand on dit biométrie, ça peut être par reconnaissance faciale, ou bien par empreinte digitale, ou bien par d'autres moyens que je mets en place pour cela. C'est très important. Donc, comprenez que même quand on parle de nos coachs, il y a des éléments très importants à prendre en compte. OK? Donc, ici, je prends un exemple très simple, hein, très, très, très simple pour expliquer. Si on me dit que je veux automatiser le processus RH, je veux automatiser le processus RH. Et là, je prends un cas pédagogique hein, qui est réaliste. On vous dit que les valeurs doivent être remplacées par les données réelles de l'entreprise. Oui. Parce qu'imaginez, vous avez mis en place une solution déjà pour une entreprise et vous voulez que les gens puissent utiliser la solution. Donc, vous êtes obligé de mettre les règles de l'entreprise pour qu'on puisse faire les tests avec. Et là, ici, j'ai dit que si on a une PME de 150 employés, on veut gérer maintenant les fonctionnalités de congé, d'attestation de télétravail, de formation et de demandes administratives. OK? Si on veut gérer maintenant toutes ces fonctionnalités, maintenant, comment il faut faire? OK? Et on me dit que présentement, le processus actuel, il demande qu'on puisse avoir des mails, OK? Qu'on puisse maintenant faire le traitement manuel, OK? Des validations et des réponses. C'est possible. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'ils n'ont pas encore mis en place une plateforme qui permet de gérer les demandes de congé. Ça veut dire l'employé qui veut aller en congé, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut envoyer un mail. Quand il va envoyer un mail, il envoie son mail à son N+1, qu'on appelle son responsable hiérarchique. Et celui-là, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il part maintenant traiter la demande de congé. Voir est-ce que l'employé, OK, peut aller en congé? Est-ce que le travail que nous avons permet qu'il aille en congé? OK, même si c'est son droit. Parce que c'est pour lui qu'il veut aller en congé et qu'il y a trop de boulot, on ne peut pas le libérer pour le moment parce qu'on est en sous-effectif. Ça, c'est une possibilité. Donc, dans ce cas, maintenant, on est appelé à pouvoir maintenant ajuster et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et dans ce cas, maintenant, si c'est bon, maintenant, il peut aller en congé, on peut envoyer la demande au RH. Okay? Le RH, maintenant, aussi, peut voir maintenant, par rapport au nombre de jours que le candidat, que l'employeur peut prendre, est-ce qu'il est habitué à le prendre? Si oui, il peut vous donner son go, et le cycle continue pour la validation. Et si tout est bon, maintenant, il a sa réponse. Mais ici, ce qu'on constate, on a un problème on a des problèmes qui sont constatés. Pourquoi? Parce que nous, on a dit un email. Oui, c'est moins compliqué. Mais imaginez que ce n'est pas papier. On dit qu'on vous fait une demande manuscrite, OK, à envoyer à votre N+1. Demande manuscrite. Mais attention,
Pourquoi? Parce que quand on parle de demande manuscrite, ça veut dire que c'est une demande qui peut être perdue. Et quand elle est perdue, il faut faire des relances. Les délais, si les délais ne sont pas définis aussi, ça peut être compliqué. Et là, on peut avoir des problèmes de traçabilité, pour connaître à l'instant T où se trouve la demande qui a été faite par un employé. Donc, ça veut dire ici, on voit nettement des problèmes qui se posent. Ça, il faut le comprendre. Et ça, c'est un besoin réel d'entreprise. Maintenant, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on peut constater ici? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif à faire pour le travail? C'est de voir comment centraliser les demandes, automatiser les validations. Oui. Comment centraliser les demandes? C'est-à-dire, on met en place une solution low-code, no-code qui permet de pouvoir maintenant gérer les demandes de congé des employés et d'automatiser également les validations. Comme ça, dans le circuit, toute personne qui doit valider, il peut pouvoir valider et on peut avoir en temps réel l'état de la demande à la santé. Et là, on a même la possibilité également de définir des délais de traitement pour chaque acteur avec des niveaux de rappel qui se font. Et ça, c'est important. De un, on gagne du temps. De deux, on gagne en efficacité. Parce qu'une demande ne va pas rester 10 jours dans un bureau. Peut-être même qu'il a oublié qu'il y a une demande qui doit valider. Ça, c'est important à savoir. Autre élément très important, si on prend le workflow, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, donc on a l'employé. N'oubliez pas, on avait dit le besoin, il est là, mais il faut également voir le workflow cible. L'employé, il est là. On va créer un formulaire lié à la base de données et avec le workflow qui va être utilisé pour le suivi côté ressources et côté validation. Et enfin, maintenant qu'on est vers la notification RH. Donc ici, on note qu'on gagne beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que pour les résultats, on a une traçabilité qui est assurée. On a le statut en temps réel des demandes. On peut savoir maintenant, moi qui fais une demande de congé, à quel niveau se trouve ma demande de congé. On peut avoir également des notifications qui sont également gérées. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'une demande quitte un lieu A pour un lieu B, ou bien un état A pour un état B, on peut avoir une notification au demandeur pour lui signifier que votre demande est à tel niveau et à tel stade. Enfin, le reporting, oui, parce qu'on a la possibilité également d'avoir une situation de reporting avec un dashboard qui va informer sur tout ce qui se passe dans le système. Ça, c'est très important. Autre élément important maintenant, on vous dit, si on prend tout ce cas maintenant, on voit que ça nous permet déjà, en termes d'avantages, de pouvoir mesurer la valeur. On peut mesurer le temps de traitement, on peut mesurer les demandes perdues, on peut mesurer les relances manuelles, on peut également gérer la traçabilité et les reporting. Ici, on voit nettement que le retour sur investissement doit être mesuré sur le processus et pas sur le nombre d'écrans construits. Donc, facilement ici, on voit nettement que le fait de pouvoir maintenant digitaliser ce processus maintenant va nous permettre de gagner en termes de temps, mais également en termes de visibilité, mais également en termes d'efficacité dans le traitement des demandes. OK? Très important. Le cas de maintenant, je prends le cas de la gestion des rendez-vous. Donc, on me dit, nous avons un processus de gestion pouvant devenir un véritable service numérique. Donc, exemple, je prends le cas des cliniques, le contexte des cliniques avec plusieurs médecins, les spécialités, les salles et les secrétaires. Et ça, c'est un besoin réel. Hein. C'est un besoin vraiment réel que vous pouvez maintenant utiliser, exploiter pour se faire de l'argent. Donc, on peut maintenant gérer les cliniques avec plusieurs médecins. On sait que dans une clinique, on a des médecins, on a des spécialités, on a des salles de consultation, on a des secrétaires. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que les patients prennent des rendez-vous. Ils prennent des rendez-vous. Maintenant, comment ils peuvent les prendre? Par téléphone, par WhatsApp, c'est possible. Ou bien vous allez voir des secrétaires qui ont même des cahiers où ils notent les rendez-vous. Allez dans les cliniques, vous allez voir, ou dans les hôpitaux. Ou même des fichiers Excel. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que quelqu'un vous appelle dans votre numéro de téléphone. Vous n'êtes pas au service. Il veut prendre un rendez-vous avec un médecin. Vous n'êtes pas au service. Vous allez demander de vous rappeler. Il perd du temps, il perd du temps, il perd du crédit. Il perd de l'argent.
Vous demandez de vous envoyer par WhatsApp. Le téléphone, il est perdu. Il est égaré. Vous voyez ce que ça fait? Maintenant, ici, on voit que on voit les problèmes déjà qui se posent. Vérification manuelle, des erreurs qu'on peut noter, des créneaux oubliés ou de l'absence de visibilité. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas savoir exactement qui a appelé pour un rendez-vous et qui n'a pas appelé. Surtout si c'est un numéro utilisé pour, si on prend le numéro personnel de quelqu'un. Parce que vous recevez vos appels personnels, vous recevez les appels maintenant de rendez-vous et vous recevez d'autres appels que peut-être pour d'autres personnes de la famille. Vous voyez quel est le problème que ça pose? Donc, ça, c'est un grand problème que se pose. Maintenant, quelle solution on peut apporter par rapport à ce qu'on a vu? Donc, on peut maintenant créer un portail de réservation, OK, qui va intégrer le planning avec les notifications et les rappels. Donc, vous voyez, ici, on a un problème qui est posé et qui est vraiment réel et on apporte une solution technique, OK, numérique, OK, à ce problème-là. Maintenant, comment le mettre en place? Comment le mettre en place? Donc, on vous dit, pour la partie expérience client, on a la socialité du médecin, le médecin, la date de rendez-vous, le créneau proposé, la confirmation et le rappel. C'est ça que nous avons fondamentalement. Parce que le patient, il a besoin de quoi? De pouvoir savoir quel médecin est disponible, quelle est sa spécialité. Moi, je dis, je vais voir un pédiatre. Il faut que je remonte tous les pédiatres. OK? Et je choisis une date de consultation, je choisis un créneau, je confirme et j'ai des rappels. Automatiquement, maintenant, je peux vérifier automatiquement la disponibilité avant la réservation. Parce que ça m'évite de me déplacer et de voir que le médecin n'est pas là. Moi, j'ai une urgence, j'ai besoin d'un médecin tout de suite, donc je peux voir qui est disponible avant de me déplacer. C'est mieux de se déplacer pour voir qui est là. Parce que quand on se déplace, on perd du temps, on perd de l'argent. On se déplace, il n'est pas là, c'est encore plus compliqué. Mais mieux vaut s'assurer qui est là avant de se déplacer. On vous dit dans ce cas-ci maintenant, on a les indicateurs à gérer, à savoir le taux, non, le taux de réservation en ligne, le no-show, OK, qu'il faut gérer aussi. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on sache qui est là avant de se déplacer. Et le temps de prise de rendez-vous. Parce que ce que je prends en me déplaçant, en faisant des kilomètres, je peux le faire en restant chez moi, ne pas bouger, ne pas sortir. Avec mon interface qui est le code, non code. Et là aussi, je peux aussi compter à faire mes travaux et le temps que le médecin soit disponible pour me déplacer. Je ne perds pas de temps, je ne perds pas je ne change pas mes occupations. Je prends une minute pour prendre un rendez-vous et c'est fini. Donc ça, c'est très important. Cas 3 maintenant, je prends un cas de CRM. Et ça, c'est très important, les CRM. J'en avais parlé, ce qu'on appelle en français les GRC. Donc, Customer Relationship Management. Donc, le commercial et force commerciale. Le low-code maintenant transforme un processus commercial dispersé en flux pilotable. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai la possibilité de suivre mes prospects. Quand on dit prospect, CRM, c'est ce qu'on appelle les clients ou les futurs clients que vous avez à gérer. Donc, je peux maintenant gérer les prospects, faire le suivi dans Excel, dans WhatsApp ou avec des appels téléphoniques. OK? À défaut également aussi des emails et des carnets. Mais attention maintenant, pourquoi? Parce que quand je le fais comme ça, par Excel, par WhatsApp, je peux avoir un problème de suivi. Le management maintenant que vous avez manque de visibilité sur le pipeline. Et ça, maintenant, ça veut dire que je fais quoi? Je peux créer un mini CRM qui me permet de suivre mes prospects, de voir les contacts, de voir les qualifications, de faire des propositions, de négociations, de voir qu'est-ce qui est gagné, qu'est-ce qui est perdu. Et là même, je peux avoir un tableau de bord avec des prospects. OK, voir les valeurs potentielles des prospects, de faire les conversions, voir qui était client potentiel, qui est devenu client réel, et de faire les relents et les ventes. Et là, j'ai un tableau de bord qui est complet, dans lequel maintenant je peux voir tout ce qui est proposé comme option. Maintenant, quel est l'avantage? OK? Donc, quel est l'avantage? C'est très simple. Pour cet avantage-là, maintenant, je peux maintenant me dire que ici, je peux créer mon pipeline, les prospects, contacts, ceux qui sont qualifiés,
Je fais une proposition, une négociation et je vois qui a gagné, qui n'a pas gagné. Donc ici, maintenant, je gère ma visibilité. Bon, je vais vous montrer un peu un cas pratique hein, pour ceux qui posent la question. Et comment ça se passe? On me dit, dans cette gestion maintenant, je peux intégrer cette gestion, OK, qui me permettra d'avoir une solution concrète. Autre élément important, le cas particulièrement pertinent pour les paiements. Donc, c'est le même principe. Commande perçue par WhatsApp, téléphone, Facebook, les visites commerciales. Le premier central, c'est quoi? C'est l'information est dispersée. Donc, je crée une solution, je gère mes commandes, je gère le stock, la facturation, la livraison et le suivi. Après ça, maintenant, je peux intégrer maintenant le paiement, les SMS, les emailing et les CRM. OK? Donc, ça, c'est un quatrième cas. Maintenant, quand on dit architecture, type d'une solution low-code, no-code, qui sont les utilisateurs? D'abord, les clients, les employés et les managers. Pas de défaut. Hein. Pas de défaut. Maintenant, quand on parle d'interface, ça veut dire que quelles sont les interfaces qu'on peut mettre en place? Donc, je peux créer des formulaires ici, créer un portail ou bien et créer une application. Parce que le formulaire qui est là peut être linké à mon portail, OK, qui couvre l'application. Je peux maintenant aussi utiliser gérer mes données. Pour ça, maintenant, je prends la base client, des clients, je gère les commandes et je gère les dossiers. Pour l'automatisation également à faire, je peux créer un workflow. OK? C'est un travail à la chaîne qui est fait en se basant sur les règles de gestion et d'organisation définies. C'est très important. Parce que quand on parle de règles, attention, nous avons les règles de gestion et les règles d'organisation qu'il faut intégrer avec des notifications qu'on peut faire. Mais quand on parle de notification aussi, on peut faire une notification par push ou bien par mail. OK? Après ça, on fait l'intégration. Et dans ce cas, ce sont les API, les emails, les SMS et les paiements. Enfin, maintenant, je crée mon tableau de bord avec pour le pilotage. J'ai mon dashboard et les KPI. Ça, c'est aussi un mot anglais, hein, qui dit en français indicateur de performance. Les indicateurs, OK, de performance. OK, performance indicateur. Et là, moi, ça va aider maintenant pour le reporting et pour la prise de décision. Donc, ici, on voit nettement ici, on a les utilisateurs que vous avez, les acteurs, les interfaces que vous avez, les données que vous avez à gérer, l'automatisation du process, l'intégration avec les API et le pilotage. Mais le pilotage que vous avez ici maintenant, généralement, c'est pour le manager ou c'est pour l'employé. Ou on peut même le dashboard client. OK? C'est très important. Maintenant, on vous dit, ça, c'est aussi un autre cas. C'est un autre cas. OK? Je prends le cas de Force N. Et ça même, peut-être même c'est une question que vous avez la réponse, même sans se poser la question. Si on vous demande les Force N que vous avez, par exemple, le nombre d'inscrits, le nombre de candidats, le nombre de demandes, le nombre de demandes, OK? Vous avez des milliers de demandes, hein? Déjà, regardez bien. Je prends 2000 demandes que vous avez, et dans les demandes, maintenant, vous avez un formulaire à remplir, vous avez des pièces justificatives à fournir, et là, ils vont faire une vérification pour voir est-ce que réellement les pièces que vous avez fournies sont valides. Pourquoi? Parce que vous pouvez demander à quelqu'un de mettre sa pièce d'identité, il met un autre document. Demandez qu'il mette, par exemple, son diplôme, il met un autre document. Tout ça, il faut les vérifier. Et si on voit qu'il y a des manquements ou des demandes qui ne sont pas, des formulaires qui ne sont pas bien remplis, il faut maintenant aller vers des demandes, des demandes complémentaires. Et ça, maintenant, ça va permettre également de faire une validation administrative. Validation administrative, il y a des cas tels que si c'est une école ou bien c'est une institution privée, vous êtes appelé à payer au niveau du service financier pour finaliser et confirmer l'inscription. Donc, si on vous dit maintenant, la question c'est que digitalisez-vous en priorité? Oui, si on me demande de faire ça, je vais digitaliser les demandes d'inscription. Je vais commencer par digitaliser les demandes d'inscription. Pourquoi? Parce que quelqu'un vient, il s'assoit, il prend une fiche, il remplit manuellement. Après, on va traiter manuellement. C'est compliqué. On perd beaucoup de temps. C'est lourd comme procédure. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant, ici, commencer par digitaliser le processus étudiant. Vous voyez bien, étudiant, d'abord.
On va créer un formulaire pour l'étudiant. Parce que, attention, c'est très important. Quand on parle de digitalisation, il y a des processus faut digitaliser. Donc, d'abord, étudiant. On va créer un formulaire pour l'étudiant. Si c'est bon, maintenant, on va gérer son dossier avec sa base de données. Après, on va faire la vérification à travers Workflow. OK? Si c'est bon, il va confirmer son paiement. Et là, après, on va envoyer la notification. Si on voit que le dossier est incomplet, on fait des relances. Jusqu'à ce que ça soit complet, et puis on fait la validation. Ici, maintenant, on a ici l'input, les entrées, les données qui sont fournies, on a le flow qui est utilisé, l'automatisation qui est faite, enfin, la décision qui est prise. Et ça, c'est un schéma en boucle qui est itératif et incrémental. Donc, ça veut dire ici, on va rester dans une approche agile pour faire ce travail-là. Et pour cela, maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir? Tout qu'il faut retenir. Donc, il faut qu'on soit capable de mettre en place un MVP. OK? Le minimum viable en termes de produit, le produit le minimum viable. Il faut le mettre en place, le MVP. Et prototyper également ce qu'on a à gérer. Très important. Après ça, maintenant, si c'est bon, on peut maintenant aller vers les applications internes. Créer les formulaires et gérer le workflow. Si c'est bon, on va automatiser. Maintenant, si on gère maintenant un cas de CRM, on va gérer les CRM ou bien on va gérer les révélations simples ou on fait les reporting. Donc, ça, c'est un cas de solution no-code. Si on est dans le low-code maintenant, donc si on fait l'approche traditionnelle, donc là, on a des contraintes à gérer. Attention, attention. Pourquoi? Parce que les contraintes que vous avez à gérer peuvent être très contraignantes, très, très contraignantes. On peut également avoir une architecture très complexe, très, très complexe. Parce qu'il y a des cas tels qu'on va aller jusqu'au niveau interface, on va gérer les objets, OK, et voir maintenant créer des équipes de dev. Et chaque équipe maintenant est spécialisée dans ce qu'il doit faire. Et ça peut être lourd en termes de ressources. Et c'est également demander des exigences de sécurité également qui sont élevées. Maintenant, pour cela, il faut également une logique métier très spécifique. Parce que quand quelqu'un vous dit que moi, je vais aller dans le MVC2, quelqu'un vous dit que moi, je ne veux pas aller dans le MVC, mais je vais aller dans, par exemple, le MVP, exemple. Ou bien quelqu'un vous dit que moi, je veux utiliser une autre architecture, orientée sur les microservices, avec telle ou telle base de données, avec tel ou tel service. Ça va être compliqué, ça va être très complexe. Si quelqu'un vous dit que moi, j'ai trop de données, je vais aller maintenant vers l'environnement Spark, OK, et gérer maintenant mon big data et créer maintenant des interfaces de gestion et d'administration de mes données pour faire après créer un tableau BI ou bien un tableau avec Power BI ou bien un tableau avec d'autres outils pour, mon tableau de bord pour l'exploration et pour la visibilité des données que j'ai à manipuler. Ou bien je dis, quelqu'un vous dit que moi, je veux faire une solution de supervision de ma solution avec tel ou tel outil. Ça va être très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Maintenant, ici, et il faut comprendre que l'avantage maintenant, ici, c'est le risque, le shadow IT. Et pour le shadow IT maintenant, on dit attention, il faut gérer la rapidité du low-code, no-code, qui rend la gouvernance encore plus importante. Maintenant, et pour ça, il faut que vous ayez un collaborateur qui crée une application qui devient critique pour l'entreprise. Je prends un cas très simple. Je prends par exemple Mme Koudjatal en tant qu'expert IT. Mme Koudjatal, elle est très bonne, elle est très forte. Mais Mme Koudjatal, c'est elle qui a tout créé. Et un jour, elle a une promotion. Elle a été débauchée par une grande entreprise. Elle doit quitter. Oui, elle va quitter, elle va partir, elle va quitter l'organisation. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si elle était seule dans l'organisation? S'il n'y avait pas quelqu'un qui connaît tout ce qu'elle faisait? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. C'est ça qui est posé ici. On vous dit que la rapidité de no-code rend la gouvernance encore plus importante. Pourquoi? Parce que un collaborateur crée une application qui devient critique pour l'entreprise. Que se passe-t-il s'il quitte l'organisation? OK? Qui possède les comptes, qui gère les données et les workflows. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est un élément très, très important. Peut-on récupérer les données?
Comment auditer les accès et les changements? Ça sont des questions très, très importantes que les gens se posent en entreprise. Vous êtes seul dans l'entreprise, vous avez tout géré, vous avez tout fait. Demain, vous partez, vous avez une promotion, on vous a débauché. Et comprenez bien que les entreprises, les employés ne sont pas mariés à une entreprise, hein. Aucun employé est marié à l'entreprise. Parce que, tôt ou tard, l'employé ou l'entreprise va, l'un va partir et c'est l'autre. Maintenant, soit vous partez à la retraite, soit vous démissionnez, soit on vous envoie. Maintenant, si vous démissionnez et que c'est vous qui avez tout fait, c'est vous qui avez tout géré, vous voyez ce que ça fait comme conséquence? Maintenant, ça sont des questions que chacun, sur lesquelles chacun peut donner une réponse. OK? On dit, d'abord, il y a cette règle à retenir, que tout le monde doit retenir, si vous voulez que votre projet réussisse. Cette règle. OK? D'abord, il faut qu'on puisse créer une solution rapide, doit aussi rester maîtrisable. Mais pour cela, il faut partir du processus et pas de l'outil. C'est important. Parce qu'il y en a qui vont dire, mais à quel moment on va pratiquer? La pratique, c'est l'outil. Attention, attention, attention. Il faut bien comprendre le principe avant d'aller vers la pratique. Il faut bien comprendre le principe avant d'aller vers la pratique. C'est très, très, très important. Très, très, très important. OK? C'est très important. Parce que si vous êtes focus pratique sans comprendre le principe, ça pose problème. Donc, on dit d'abord partir du processus, pas de l'outil. Maintenant, de deux, commencer petit avec un MVP. Et ça, vous allez toujours entendre le MVP. C'est quoi un MVP? C'est un mot qui veut dire minimum viable product. C'est un mot anglais. Minimum, minimum viable product. Minimum viable product. Ça veut dire quoi en France? Ça veut dire de façon très simple, c'est la version la plus simple d'un produit qui contient uniquement les fonctionnalités essentielles pour être utilisé par de vrais utilisateurs. Je reprends MVP, c'est-à-dire c'est la version la plus simple d'un produit qui contient uniquement les fonctionnalités essentielles pour être utilisé par de vrais utilisateurs. Maintenant, pourquoi créer un MVP? Pourquoi commencer par un MVP? Parce que ça permet de tester une idée rapidement, de recueillir les retours et d'améliorer le produit avant d'investir davantage. C'est très important. C'est-à-dire quand je crée une solution, je le crée pas à pas, en commençant par les MVP, qui est la version la plus simple d'un produit. Et ça me permet de pouvoir le tester, de recueillir les retours et d'améliorer le produit avant d'avancer. Exemple, je dis exemple. Si tu veux créer une application de livraison, et ça, si les micro je vais poser la question de façon ouverte à tout le monde. Si tu veux créer une application de livraison, tu veux créer une application de livraison, OK? Quel sera ton MVP? Ça, c'est la plus simple. Et ça, il faut le retenir. Si tu veux créer une application de livraison, tu veux créer une application de livraison, quel sera ton MVP? Je donne la réponse. Tu veux créer une application de livraison, quel sera ton MVP? Ton MVP maintenant pourrait être, OK, la gestion des commandes. Commandes et paiement. Oui. Livraison. S'il n'y a pas de commande, s'il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de livraison. Si quelqu'un ne commande, les gens ne commandent pas, tu peux pas livrer à personne. C'est très important. Donc, tu crées d'abord ton MVP pour les permettre uniquement de commander et de payer. Sans même, sans même gérer les fidélités
ou bien la messagerie, le chat, ou bien même les recommandations. D'abord, ton MVP, c'est quoi? C'est de gérer les commandes et les paiements. C'est ça, c'est ça le plus important d'abord. Il faut que les gens puissent commander, il faut que les gens puissent payer. Maintenant, maintenant, si ça c'est bon, je l'ai fait, ça marche. Les gens arrivent à commander, les gens arrivent à payer. Après ça, maintenant, je vais intégrer d'autres fonctionnalités. OK? Et ça va me permettre également de pouvoir impliquer les utilisateurs de métier. C'est très important. Ça veut dire que quand vous voulez réaliser réellement une solution, low code, no code, et que vous voulez vraiment que ça réussisse, attention, commencez, si vous avez votre projet, d'abord commencez par déceler quel est le MVP. Quel est le MVP? Et commencez toujours par les MVP. Commencez toujours par les MVP. Commencez toujours par les MVP, qui est le minimum viable product. Toujours. Commencez par les MVP, qui est la version la plus simple du produit. Testez l'idée, recueillir les retours et améliorer le produit avant d'investir davantage. Après ça, maintenant, si c'est bon, mesurez le retour sur investissement. Mais avant ça, impliquez les utilisateurs de métier. C'est très important. Mesurez les ROI, pensez sécurité dès le départ. C'est très important. Et je vous dis honnêtement, beaucoup de solutions sont créées et ces solutions ne durent pas parce que simplement les gens n'ont pas bien géré les MVP. Je vais insister là-dessus. Je vais insister là-dessus. Si vous voulez réussir votre projet low code, no code, ne vous trompez pas. D'abord, cherchez à avoir l'idée du projet. D'abord, l'idée est acquise. Commencez par créer, commencez petit avec un MVP. Commencez petit avec un MVP, le minimum viable product. Je dis ces mots anglais. Minimum viable product. C'est la version la plus simple d'un produit qui contient uniquement les fonctionnalités essentielles pour être utilisées par de vrais utilisateurs. C'est ce qu'on appelle MVP. C'est la version la plus simple d'un produit qui contient uniquement les fonctionnalités essentielles pour être utilisées par de vrais utilisateurs. Une fois que c'est bon maintenant, testez l'idée rapidement, recueillir les retours et améliorer le produit avant d'investir davantage. Et c'est ça qui va vous permettre également d'impliquer les utilisateurs de métier, de mesurer les retours sur investissement, de penser aussi à la sécurité. Pensez sécurité. Pourquoi je le dis? Simplement parce que si vous créez votre MVP, les gens arrivent à commander sans payer, vous aurez des difficultés. Pourquoi? Parce que vous allez livrer des gens qui ne vont pas payer parce qu'ils vont dire qu'ils ont payé, mais quand vous allez vérifier, ils vont dire qu'ils n'ont pas payé. Et là, vous allez faire des va-et-vient, ça sera compliqué. Sécuriser depuis le départ. Pensez à la sécurité dès le départ. Et prévoir aussi les intégrations. Il faut que votre solution que vous mettez soit une solution qui soit orientée vers les services. C'est très important. Prévoir les intégrations parce que sans vous avez votre MVP, il faudra maintenant l'intégrer à d'autres solutions existantes ou même à créer à venir. Et prévoir également la réversibilité. Prévoir la réversibilité. Parce que vous commencez par un MVP, vous allez aller vers une application, pensez plus grand à aller vers une plateforme. C'est très important. C'est excessivement important ça. Excessivement important. Après ça, maintenant, mesurez les ROI. Comme je l'ai dit, faites une solution, vous faites un investissement. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Hein. Vous créez un logiciel, vous créez un investissement. C'est un investissement que vous faites. Je prends un cas très simple. Ceux qui ont créé Wave, ils ont investi. Et tant que Wave fonctionne, ça ramasse de l'argent. Ils ont des retours sur investissement. Et oui, c'est mot anglais, mais ça veut dire en français, retour sur investissement. Avant et après. Avant et après. Mais pour ça, il faut maintenant, il y a des indicateurs qu'il faut utiliser. Le temps de traitement. Et vous allez me dire que oui, quand je paye sur Wave, quel est le temps de traitement? C'est quelques secondes. Mais même ces quelques secondes-là, c'est assez chiffré.
C'est 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. Je ne peux pas lancer un traitement qui tourne pendant 1 minute. C'est impossible. C'est impensable. 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 Si le temps de traitement est élevé, avant, il faut chercher à le réduire. Si la saisie est manuelle, il faut également le réduire. Parce qu'il ne faut pas que les gens puissent saisir beaucoup. Parce que quand il y a une partie saisie, facilement on peut faire des erreurs. OK? La traçabilité. Il faut bien gérer la traçabilité. Il faut bien gérer la traçabilité. Tout ce qui se passe doit être tracé. Avant, si c'est faible, il faut que ça soit fort après. S'il y a des erreurs au début, il faut les minimiser. Après, il faut les réduire. S'il n'y a pas de reporting, si c'est manuel, il faut aller vers l'automatisation du reporting. Si les erreurs sont manuelles, il faut les automatiser. Si la visibilité en temps réel elle est faible, il faut le rendre il faut l'aller en temps réel. Ça, c'est très important. Maintenant, ça sont des questions que je peux me poser et je peux vous poser. Mais c'est important. OK? Et ces questions aussi, bon, je l'entends souvent. Hein. J'entends très souvent ces questions-là. Est-ce que le no-code va remplacer les développeurs? Et j'ai vu récemment, je vois récemment beaucoup de publications qui sont faites sur les réseaux sociaux. OK? Et les gens vous disent que vous pouvez créer des solutions sans coder. Oui, c'est possible. C'est bien possible. Est-ce que ça va remplacer? Non, ça ne va jamais remplacer les développeurs. Jamais. Le no-code va-t-il remplacer les développeurs? Non. Mais on peut développer avec du no-code sans aucune ligne de code. Mais attention, attention. Et ça, c'est important. Vous savez, le plus dur, le plus compliqué maintenant, c'est d'avoir de bonnes idées. De bonnes idées. Si vous avez de bonnes idées, ça veut dire que vous avez facilement la possibilité de pouvoir les mettre en œuvre. Maintenant, il y en a qui ont des compétences en no-code, low-code, mais en développement, mais qui n'ont pas beaucoup d'idées. Donc, il y a des idées pertinentes quand vous les avez, c'est pour vos idées, chercher à les mettre, à les concrétiser. OK? C'est très important. Maintenant, est-ce réellement sécurisé? Donc, la sécurité à 100%, ça n'existe pas. Mais on peut toujours mettre en place des politiques et des stratégies qui permettent de sécuriser nos solutions. Peut-on construire une entreprise entièrement no-code? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. On peut créer une entreprise 100% no-code. Oui, c'est possible. Quel est le meilleur outil? Je vais vous proposer, tout à l'heure, je vais vous montrer 5 outils. Et je vais vous montrer, et on va tester juste un à deux outils, hein, rapidement. Et comment éviter la dépendance à une plateforme? Bon, c'est vrai que quand on est dans l'environnement du no-code, on est lié à la plateforme. Hein. Ça, il faut pas se cacher la tête, il ne faut pas se voiler également. Donc, ça veut dire que si on est dans le low-code, no-code, donc on est lié hein, aux technologies, aux plateformes également utilisées. Ça, c'est important. Ça, on ne peut pas s'en passer. OK? Donc, le no-code ne remplace pas les développeurs, mais il déplace une partie de leur intervention vers l'architecture, l'intégration, la sécurité et la gouvernance. Et comme on l'a dit, la sécurité dépend de la plateforme et de sa configuration. Il faut gérer les droits d'accès, les données et l'architecture. On peut couvrir beaucoup de fonctions, mais il faut éviter un SI fragmenté et non gouverné. Parce que, attention, si vous êtes dans un SI monolithique, ce n'est pas bon du tout. Il faut également intégrer la partie gouvernance. C'est très important. Et souvent, les gens le négligent. Ça veut dire que c'est ça qui permet également de pouvoir contrôler ce que vous avez et de pouvoir maintenant anticiper ce que le futur. Après ça, maintenant, il n'existe pas de meilleurs outils hein, universels. Le choix dépend du processus de données, des intégrations, du budget et du niveau de personnalisation. Oui, parce que, attention aussi, quand on fait du low-code, no-code, oui, il y a des outils qui sont proposés, mais tout n'est pas gratuit. Il y a des fonctions que vous avez, mais qui sont payantes. OK? Donc, et ça, c'est très important. OK, maintenant, le message à retenir. Et ça, tout le monde doit le retenir, y compris moi-même. Hein. Ça, on se donne ce message. Tout le monde doit le retenir. Le low-code, no-code n'est pas une stratégie technologique. – 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 –– 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 – 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
OK? Technologie de transformation de processus. Technologie de transformation de processus. Ça, c'est important. Technologie de transformation de processus. Donc, on a le problème déjà qui est connu. Ça, on le sait, le besoin. On va voir les processus. On va faire des solutions. On va automatiser, avoir des résultats, avoir des outils d'investissement et faire gouverner la solution, la plateforme. OK? Donc, après, avant de conclure, je vais faire comme ça. Ici, les outils. Des outils. Il y a, ces outils sont très intéressants. Donc, on a Glide, qui est très intéressant, qui est très facile, qui est très puissant. On a Appsit aussi. On a Bubble aussi, qui est très facile, qui est très puissant. On a Flow, que j'avais déjà montré l'autre fois. On a aussi les Power Apps. Tout ça sont des outils qui sont très, très intéressants. Maintenant, je vais vous montrer, par exemple, ici, je pense que j'ai partagé, je vois l'option de partage, je pense que j'ai partagé tout l'écran, je vérifie les options de partage que j'ai utilisées. Je pense que j'ai partagé tout l'écran, c'est ça, écran entier. Je pense que c'est ça que j'ai partagé. Maintenant, je vais vous montrer ici. Exemple, là, je suis Glide, hein? Là, je suis Glide. Glide, il ressemble à ça, OK? Il est là, Glide. Je vous mets le lien de Glide. Messagerie, ici. Pas ça, messagerie, c'est comme ça. Glide. Ok, il y a des questions, mais je reviens sur des questions tout à l'heure, là. OK. Maintenant, je vais juste faire réduire ça ici pour comme ça, je peux bien voir. Je vais réduire ça. Euh, là et là. OK. Donc, ici, par contre, un conseil hein, qui est important. Quand vous faites des locaux, no-code, l'anglais vous aide beaucoup. Hein. Bon, maintenant, ceux qui ont des difficultés avec l'anglais, vous avez la possibilité de faire la traduction ici. Hein. Donc, ça, vous l'avez ici. Vous pouvez traduire en français ici. Sinon, vous venez ici, hein, là, ici, vous avez l'option de traduire. Là. OK? Donc, vous pouvez traduire donc, en français. Maintenant, avec Glide, vous avez la possibilité de transformer. Glide, à la base, il passe sur les feuilles, hein, comme vous le voyez ici. OK? Je fais du reload ici. Donc, ça, j'ai la page. Donc, vous avez la possibilité de commencer par des fichiers. Vous voyez, il dit upload spreadsheet. Je peux uploader un fichier Excel qui sera ma base de données que je vais exploiter après. OK? Donc, c'est vrai que pour les données, est-ce que j'ai beaucoup de données ici? Je vais vérifier. Je vais juste vous mettre ici les points XLSX. C'est Excel que je vois si je peux euh, voir un fichier assez simple que je peux utiliser. Je prends un dataset. Bon, ça, c'est un dataset. Hein? C'est vrai que ça, c'est pas le même outil, quand même. OK? Donc, là, on part sur un jeu de données. Ils vont me demander ici maintenant de m'authentifier, hein, de mettre un compte. Je vais prendre un de mes comptes. Je vais aller ce compte-là, exemple. Là. OK? Je vais valider un peu. Je vais déplacer ça un peu ici. OK? Donc, je pars d'un fichier Excel, je le sache, et c'est le point de départ de ce que j'ai à faire. Hein. Bon, ça, j'ai juste fait un peu un fichier simple. Hein. OK? Mais dans le cas pratique, il faut que vous preniez un fichier intéressant, avec beaucoup de données. Hein. OK? Qui intègre maintenant ça va maintenant après gérer la partie persistance des données. Et regardez ici, vous voyez ce qu'il me dit ici? Ouais. Il me dit Glide OS
Team Sport. Je peux aussi, maintenant, ici, je peux choisir, ici, si j'ai des équipes, il faut un nombre de crédits qui est payant. Ce que je te dis, ce n'est pas du tout gratuit. Hein. Je dis, continue, hein, en free. Ça, c'est un jeu de données assez simple. Hein. Il m'a importé. Maintenant, je peux maintenant quitter ce jeu de données et étendre, aller plus loin. Ça, c'est si j'ai des données. Si j'ai des données. OK? Je peux les tâcher, créer ma base de données et après continuer là-dessus. OK? Je peux même ici créer ici un projet, venir sur le Home. OK? OK? Intégrer, connecter ici mon jeu de données ou bien et faire d'autres choses. Mais je vous montre aussi un autre élément qui est important, c'est ça. OK? Mais je ne vais pas aller sur ça, je vais faire comme ça. Là. OK? Comme ça, on va vous allez tout voir ici. OK? Donc, ici, Odoo, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle un ELP. ELP. OK? C'est un ELP très intéressant. Très, très intéressant. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est, ceci, c'est du low code. Hein? OK? Je peux ici faire de l'essai. Je fais l'essai. Et regardez bien, tout ça est intégré. Il y a, regardez bien, toutes ces fonctionnalités sont intégrées ici. Je vais faire comme ça. OK? Ici, pour la partie web, je peux créer un site web sans même taper du code. Sans taper du code. Hein? Un site e-commerce sans taper du code. Je dis bien sans taper du code. Un blog, créer des événements, gérer des événements, faire du e-learning, gérer des forums. Si je fais de la vente, je peux créer un CRM avec sans taper du code, aucune ligne de code. Faire gérer mes ventes, mes points de vente, mes locations. Si je veux faire des locations de voitures pour quelqu'un, je peux les faire ici. Gérer les abonnements, les restaurants. Si je veux gérer la facturation pour une boutique, pour un magasin, je peux aussi le faire ici. Je peux aussi intégrer la comptabilité, gérer les notes de frais, OK, tout. Voyez bien, j'ai beaucoup de fonctions qui sont proposées. Et je peux le faire sans taper aucune ligne de code. Aucune ligne de code. Aucune ligne de code. Maintenant, je prends un exemple. Je dis, je prends l'option CRM. OK? Je peux aussi choisir, par exemple, je gère les ventes. Je prends ici ventes. Et regardez ce qu'il me dit. À côté, il me dit, j'ai 15 jours de tests. Si je n'ai même pas de crédit, de carte de crédit, hein, OK? Je peux également acheter, par exemple, je dis, je vais acheter aussi un site web ici et un CRM. Exemple. Exemple. Je dis, je vous donne d'abord le lien aussi, hein, avant de continuer. J'ai mis le lien de Glide, hein? J'ai bien mis le lien de Glide. Il est là. OK? J'ai bien mis le lien de Glide. Il est là. Glide. J'ai bien collé le lien. Vérifiez bien, vous le verrez. Hein? J'ai bien mis le lien de Glide. Donc, je reviens ici. Je dis, j'ai choisi les applications que je veux intégrer à ce que j'ai fait. Je dis continue. Regardez bien. Ici, il va me demander de me connecter. Hein? Donc, si j'ai déjà utilisé, il va me demander de renseigner. Je dis, je mets mon prénom et mon nom. OK? Il me connaît. Bon, je dis l'entreprise que j'utilise, je donne le nom d'employé à peu près. Je dis 1 à 5, ça ne dérange pas. Si c'est plus, vous prenez plus. Hein? OK? Donc, je dis l'intérêt, je mets l'intérêt. OK? Je dis pour je suis étudiant, je suis professeur, je choisis hein, ici. OK? C'est vrai que là, je vais réduire un peu ça pour mieux voir. Exemple, je fais comme ça. Voilà. OK? Je suis enseignant, je fais comme ça. Je dis démarrer maintenant. Non, non, l'entreprise, je l'appelle, je dis Force N Business. Et regardez bien ici. Vous voyez ça? Ça, il va me créer un SAS. Un SAS. Avec un autre domaine. Ce autre domaine-là maintenant, tout le monde peut l'utiliser. Même si je finis,
Ce nom de domaine-là, je peux l'utiliser partout. C'est pas, c'est au niveau de l'équation de Internet, hein, c'est dans le SAS. C'est dans le SAS. Je peux l'utiliser où que je sois, avec n'importe quel ordinateur que je vais utiliser. J'ai dit démarrer maintenant. Et regardez ce qui va se passer. Regardez, vous avez vu. Il me dit, nous construisons. D'abord, on va commencer pas à par le site. Bon, là, il a fait le site, là, il est sur e-commerce. Là, il est sur le CRM. Après, il est sur. Vous voyez bien, il prend élément par élément. Je patiente. Et s'il finit, je l'ai dans le truc que c'est fini. Ouais, il a fini. Ouais, ici maintenant, je vais commencer par le site. Quel site? Je dis, moi, je fais un site de quoi? Par exemple, je dis un site de restaurant. Je dis, si je vous voulez, hein, je dis de boutique ou bien restaurant, ou bien salon de coiffure. C'est à vous de choisir par rapport à votre projet. OK, je dis, je veux un site web pour mon business. C'est quoi? Je vais dire restaurant. OK, exemple, je dis, oui, je dis, je vends des quoi? Grosses alimentaires, je vends des voitures. Je prends une voiture. Si vous voulez, je prends ça pour l'alimentaire. J'ai le choix ici. Si je fais une location de voiture également, je choisis. J'ai le choix. C'est ce que je veux. J'ai le choix. OK? Ici, je prends exemple quoi? Je prends quoi? C'est une boue. Ah, Madame Sec, aidez-moi s'il vous plaît. Je choisis quoi? Je choisis, je choisis quoi? Je choisis quoi? Je choisis quoi? Je choisis. Je ne sais même pas ce que je choisis là. Bon, comme c'est Madame Sec, bon, je prends son gastronomique. OK? Voilà, automatiquement, il me propose ici des. OK? Voilà un peu. OK? J'ai dit, je fais quoi? Je dis, exemple, cuisine innovante, expérience culinaire, expérience produits locaux. Euh, je prends ça, ambiance romantique. Je choisis ici. Là, là, c'est la charte graphique, hein? Les couleurs que je préfère. Comme c'est un restaurant romantique, je choisis ici. Exemple, je prends ça. Regardez bien, je n'ai pas tapé de code, hein. Il me propose automatiquement des modèles. Automatiquement. OK, je choisis, je prends exemple ça. Ça c'est chic, je prends ça. Exemple. OK? Maintenant, pour le modèle de catalogue, comment il veut que le catalogue soit, je choisis également le modèle que je veux. OK, je peux scroller. Bon, comme on n'a pas beaucoup de temps, je prends par exemple juste ça. Je prendrai ça, je prends ça. OK? Pour les modèles de page, je prends exemple ça. Et là, automatiquement, il a commencé à faire le travail. Regardez ici. OK? Regardez. OK? Et ce que j'ai fait avec, commencer avec Glide, ce que j'ai fait avec euh, Odoo, je peux faire la même chose avec les autres. Regardez bien. Regardez ici. Et regardez ici, Force and Business, pour Odoo.com. Le logo. Je peux changer le logo. Je change le logo ici. Je vais télécharger une image. Je dis, je vais dans image. Je prends une image quelconque, hein. Je prends, exemple, je prends cette image-là. Bon, pas ça. Euh, bon, je prends sur ça, hein, je mets ma photo, hein, ça ne dérange pas, hein, j'espère. Ouais, j'ai mis ma photo ici. Vous voyez bien, ma photo, elle est là. Si j'ai le logo du réseau, je sais ce que je mets. Juste pour vous montrer un peu. Ici, là, ici. Ça aussi, je peux modifier le contenu, ici. Je peux tout changer. Le texte, la police, je peux tout changer. Ici, je dis, Madame Seyna Boussek.
Exemple. OK? Exemple ici, je dis, non, pas, je ne pas ici, mais je mets ici, je dis, monsieur, je prends quelqu'un parmi vous qui est connecté. Je regarde par rapport au se connecté, je dis, monsieur Hassan Badji, exemple. Voilà, monsieur Hassan Badji. Et là, je dis, madame Seydou Moussek. Ouais. Et je peux changer ce que je veux. Je change ce que je veux. Ici. Je peux changer. Et nous sommes les meilleurs. Là aussi, même chose. Je change tout ce que je veux. Je veux modifier l'image là, je modifie l'image. Je peux modifier l'image, je modifie l'image. Comme je veux. Aucune contrainte. Je mets une autre image ici. Exemple, je mets une image comme ça. Exemple. Je modifie comme je veux. Là, il a de changer l'image ici. Attendez qu'il finisse. Ouais. Je modifie l'image comme je veux. Comme je veux. Ouais. Comme je veux. Je modifie tout ce que je veux. OK? L'autre élément ici qui est important aussi, là, c'est, je peux aussi faire également avec ce AppSheet. Même chose. Même chose. Je viens là, je tape ici AppSheet. OK? AppSheet. Il est là. Là. AppSheet est là. Je peux commencer par Get Started. Toujours, je monte en défi. Hein. Je monte en défi. Ça sache. OK? Il y a des questions. Je prends les questions de temps, ça continue. C'est vrai qu'on a dépassé le temps, les 1 heure de temps. Excusez-moi. Hein. Je n'ai même pas vu le temps passer. Ça allait trop vite pour moi. Euh, Madame Sainabou, bonjour. J'ai vu tout à l'heure. Hein. Il y a... Oui, bonjour. Monsieur Der, vous allez bien? Ça va, je vais bien. Super. Super. Je pense qu'il y a... Bon, juste le temps que ça change, on peut, ça peut prendre du temps. S'il y a des questions à répondre, ou bien je pense qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, un papa qui a levé la main, ou bien s'il y a des questions à répondre, je pense on peut en profiter aussi. Le temps que je leur demande aussi. Pour nous. Ça ne dérange pas si on dépasse le temps, Madame Sek, Madame Sainabou? Pardon, j'ai pas bien entendu, désolé. Ça dérange pas le fait qu'on ait perdu qu'on a dépassé le temps là, ça dérange pas. Non, non, c'est bon, allez-y. Vous pouvez prendre des questions s'il y en a. Donc, je suis en train de remettre les liens sur le chat pour tout le monde. Je pense que tout le monde n'a pas vu. D'accord, parfait. Je pense qu'il y a une main levée. Je sais pas c'est quoi sa question. J'essaie de regarder un peu les questions. Bon, Pour là, les questions, vous pouvez mettre sur le chat. Je participe pas. Est-ce que ça revient plus cher de faire du low-code, no-code que de faire du code? Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très, très bonne question. Ils disent que, est-ce que ça arrive plus cher? Euh, bon, c'est vrai que c'est une question un peu complexe quand même. Parce que le low-code, no-code a un prix, hein, a un coût. C'est vrai qu'on gagne du temps dans l'exécution, dans la mise en œuvre.
Mais aussi, on paye aussi, hein, on paye. C'est pas gratuit à 100%. Maintenant, si on prend une l'équipe également, il faut payer aussi l'équipe. Donc, bon, c'est vrai que est-ce que ça vient plus cher? Là, c'est relatif, hein. Je peux dire oui comme je peux dire non. Mais ce qui est important, c'est que quand on fait du low-code, no-code, c'est pas le même niveau c'est pas le même niveau d'intégration, de dépendance que si on fait connecté là. Madame Seynabou, là, il est déconnecté, hein, je sais pas, c'est comme tout l'écran. Je pense que c'est parti. Voilà, j'étais déconnecté, c'est bizarre. OK? Je dis, ici, si je reviens sur Glide, hein, là, OK? Ça, c'est l'interface d'accueil de Glide. OK? Donc, quand vous connaissez déjà, ça, c'est l'interface d'accueil de Glide. Maintenant, vous avez la possibilité ici de créer votre solution. OK? Donc, de créer votre solution. Donc, maintenant, les solutions que vous créez avec Glide maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, ici, vous avez la possibilité d'abord de donner les informations à utiliser, OK, avec Glide. Vous avez la possibilité de donner les informations. Exemple, ici, je dis, moi, je veux, exemple, créer ma solution, mais je veux que ça soit, les données ou bien la solution soit customisée par rapport à ce type d'informations-là. OK? Le plus important, comme je l'ai dit, c'est de commencer par les MVP. Les MVP. Et quand on fait les MVP, maintenant, ça veut dire qu'ici, à la base, je me connecte, là, je peux me connecter ici, là, avec GlideOS, là. Ouais. Là, je suis déjà connecté, hein. Je déplace un peu mon curseur, vous allez voir. OK? Ici. Il me dit, Good afternoon, Mustafa. Il a vu que je suis connecté. Ouais. Donc, comme je suis connecté maintenant, j'ai la possibilité maintenant de créer mon projet. Parce que moi, j'ai pris des données tout à l'heure. Maintenant, si je voulais maintenant, exemple, si je veux gérer par exemple un cas de la gestion des rendez-vous pour une clinique ou pour un hôpital, je peux le faire. Donc, dans ce cas maintenant, je suis appelé à pouvoir importer le jeu de données. Exemple, je dis, je lance Excel ici, exemple comme ça. Juste un exemple que je monte. Hein. Juste un exemple que je monte. OK, j'ai lancé Excel. Maintenant, je vais créer un autre fichier. Exemple, juste un exemple. Hein. Je crée un autre fichier ici. OK, je dis, je, pour maintenant, pour le TP de gestion de rendez-vous, OK, maintenant, comment je peux le faire? OK, donc, comment je peux le faire? Avec Glide. Je dis, ici, je crée mon fichier. Je dis, je mets quoi? Je mets comme information du patient, je dis, je mets patient ID, exemple, comme ça, patient ID, exemple. Je dis non, P, exemple. Je dis prénom P. Exemple, je dis email du patient. Je dis téléphone, téléphone patient. Je dis date de naissance. OK? Mais il faut le renseigner après, hein? Il faut le renseigner. Date de naissance, je dis adresse patient, je dis photo patient. Exemple. Ça, je crée une feuille. Je dis ça, c'est la feuille patient. Ça, c'est ouais. Maintenant, ça, je remplis. Je remplis, hein. Je remplis ici. Je remplis. Exemple, je remplis ça. J'ai rempli, je mets des patients. Je mets des patients. Exemple. Après, je crée ici un autre, je dis, je veux gérer également les médecins. Ici.
Exemple. Je fais le même principe. Je dis médecin, ID. Je dis nom médecin, prénom médecin. Je dis email médecin. Je dis téléphone médecin. Je dis spécialiste, spécialité. OK. ID pour le médecin. OK. Je dis photo médecin. Exemple. Je dis disponibilité. Disponibilité médecin. Je remplis également. Je remplis ici, hein. Au moins, je mets quelques-uns. Parce qu'il va se passer ça maintenant pour la partie persistance. OK? Après ça, maintenant, je continue. Le même principe, je remplis. Si j'ai tout rempli maintenant, je dis, je sauvegarde ça. Je rappelle ici, base info clinique. Exemple. Je le mets dans téléchargement. Exemple. OK? Ici. Base de données clinique. Ouais? Base de. OK, je modifie le format. J'ai un format, on laisse pas de défaut. Je pas vérifié, c'est ça. Je modifie, je le mets en format Excel. Hein? OK, XLSX, XLSX, XLS, X, classe Excel. Vous avez, je prends ça. OK, comme ça. Ouais. Donc, une fois que j'ai fait ça, maintenant, je reviens ici. Je vais maintenant charger mes données. Bon, ça, je peux le supprimer. Hein? Je supprime ici. Je charge ici. Je dis projet clinique. OK? Ouais. Donc, ici, j'ai créé le projet. Donc, je peux aller chercher mes données. Le projet, il est là. OK? Je peux aller chercher mes données. Donc, ça, c'est le projet, il est là. Je peux connecter à une base de données. Je n'ai pas encore de base de données parce que je n'ai pas encore ciblé les informations que je vais utiliser. OK? Maintenant, si je veux, je viens là, je suis ici. Ouais, là. Ici, c'est ça que j'ai pris tout à l'heure. Je peux uploader le fichier. Téléchargement. Euh, je l'ai. Ça, c'est. Je l'ai sauvegardé, je pense. Non, je vérifie là où j'ai sauvegardé ça tout de suite. Enregistrer sous téléchargement X, je prends XLSX. Classe Excel, c'est ça. Comme ça, il va bien le voir. Il va bien? Parce que l'extension, elle est importante. OK? Donc, il a chargé. Donc là, j'ai connecté. Maintenant, si je veux également, ici, regardez bien ici. J'ai également l'option également de utiliser le CRM, de construire ici, OK, la solution avec le site qui l'accompagne et de construire également le modèle. Donc, là, j'ai importé les informations. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure ici, c'est le même principe que j'ai fait ici, hein, c'est celui-là, base de données clinique. Il le sache. Maintenant, l'avantage de ça, c'est que ici, vous avez une IA qui est intégrée. Bon, vous voyez, j'ai rien mis, mais il faut le remplir. Il faut le remplir. Vous voyez bien? Ici, j'ai rien mis comme information. Il faut le remplir. Après ça, maintenant, le reste, ça suit. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais spécifier ce que je peux faire. Ici, l'application que je peux faire. Je vais ajouter tout ce que je veux. Mais pour commencer avec Clyde, il est important de disposer d'abord de votre jeu de données. Ça, c'est le premier point. Donc, ce que j'ai là, moi, je n'ai pas rempli, mais vous, commencez par avoir votre fichier bien rempli, correctement créé. Pour maintenant la gestion du modèle de données que vous allez utiliser. C'est très important.
Donc, là, c'est le premier élément. L'autre élément maintenant, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc, vous pouvez prendre il y a deux interfaces que vous avez, comme tu as si bien dit. Il y a le Glide ici, le Glide OS ou le Glide classique. Le Glide OS maintenant qui est là, ça intègre une IA. Ça peut vous aider, hein. C'est plus simple à utiliser. OK? C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Fatou Diouf. OK? C'était ça la question de Fatou. Il dit oui, oui, mais c'est très intéressant. Merci pour les workflows. Oui. Maintenant, quand on parle des workflows, c'est quoi le workflow? Donc, le workflow maintenant, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure ici. Je prends un exemple, je reviens ici. Workflow, c'est travail à la chaîne. C'est ça qu'on appelle le workflow. C'est-à-dire que je peux gérer maintenant un pipeline qui me permet d'intégrer le process, à savoir le site, mais également, regardez ici, je vais à configuration. Ici, regardez bien. Ici, voyez bien. Là, je peux gérer ce workflow-là. Je peux gérer ce workflow. OK? Je peux gérer les rendez-vous. Après les rendez-vous, je dis, tu vas de quel côté? Regardez, ça, c'est un workflow. Un workflow. Réunion, ici. Réservation de la table. Ça, c'est un workflow que vous avez qui peut être intégré dans la gestion. C'est un travail que vous avez, mais c'est un travail là. C'est-à-dire que je ne peux pas être livré si je n'ai pas commandé. Et si on me dit que toute commande doit être réglée, il faut que je paye avant la livraison. Ça, on intègre bien ce workflow-là, comme ça que toutes les tâches soient bien encadrées et soient bien gérées. Maintenant, autre élément important, très important, quand vous créez une solution avec Odoo, il vous envoie un lien d'activation. Il vous envoie un lien d'activation. Ce lien-là qui est envoyé, si vous ne l'activez pas, la solution sera bloquée après un certain temps. Je vous montre ici. Je reviens ici. Là, je sais quel mail utiliser ici. C'est ça. C'est les mails que j'ai donné tout à l'heure. Je vérifie les notifications. Donc, il vous envoie toujours un mail de notification. Toujours. Regardez bien, il est là. Regardez bien, ce mail-là. Il me dit Odoo Online. Vous avez vu? Vous voyez bien. Je clique là-dessus et je vais activer. Regardez bien ici. Clique pour activer le database. C'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, il sera bloqué je pense que c'est pendant 4 heures de temps, il va le bloquer. Et là, regardez bien, vous mettez votre mot de passe et vous le confirmez. Et pour activer la base de données. Je mets ici le mot de passe, exemple. Ouais. Il va vérifier si c'est bon. Là, voyez bien, les mots de passe correspondent. Et il me le dit ici, les mots de passe doivent correspondre. Je dis activer la base de données. Si vous ne le faites pas, automatiquement, après cet état, ça passera pas. Et pour montrer un peu, je vais inviter, je peux inviter quelqu'un qui va voir rapidement. Si quelqu'un peut mettre son mail, j'ai juste besoin de 2 mails. Juste 2 mails, hein. 2 mails, s'il vous plaît, 2 mails, 2 mails. Je vous invite, comme ça, vous allez voir la même chose que moi. Juste 2 mails. Moustapha. Bon, je vais prendre un troisième. Je prends le troisième. Exemple. Là. OK. Je dis Fa. Donc, regardez bien. Je t'ai envoyé les invitations. Maintenant, les gens à qui j'ai envoyé les invitations, vous voyez bien, je vous ai envoyé, mais vous n'êtes pas encore connecté. Parce qu'il me dit 0 sur 3. Vérifiez bien votre mail. Normalement, vous allez voir l'invitation que vous avez envoyée. Les trois que j'ai pris, hein. Yahuba, Saad Mustafa et Fama. Si vous avez reçu, mettez un OK, que je puisse vérifier.
Oui, tu as vu. Moustapha a reçu, c'est très bien. OK, normalement, quand tu cliques sur le lien, clique sur le lien. OK, très bien. Xiaomi aussi a reçu, c'est très bien. Là, ouais. Là, quand je vais actualiser, vous allez voir que là, il m'a dit en temps d'activation, hein. Vous voyez bien, c'est parti. Ouais, maintenant, j'ai activé. C'est bien activé. Là, c'est bien activé maintenant. Et, et l'avantage de ça, c'est qu'on peut intégrer un système de réunion en ligne qui permet, OK, de pouvoir échanger et communiquer. OK, qui permet de pouvoir échanger et communiquer. OK, et regardez bien, ici, toutes les options sont là. On peut paramétrer, acheter les langues, si je veux que ça soit qu'on ait du français, anglais, tout ça, on peut les inviter. On peut acheter tout ça. On peut même faire du live, hein, ici, avec ceux qui sont connectés. On peut activer sur le fond live. Ça nous permet de pouvoir maintenant créer la possibilité de pouvoir échanger entre nous. Donc là, c'est hyper intéressant. Regardez bien, ils sont là. Les mecs qui sont là. Je peux encore ajouter d'autres personnes ici. Là. Je peux ajouter d'autres personnes ici. OK? Je peux aussi voir maintenant les utilisateurs qui sont là. OK? Je vais voir qui est là. OK? Bon, ça, c'est le point que tu faire. Je laisse. OK? Donc, qui arrive à se connecter sur le lien que vous avez cliqué entre les trois que j'ai invités? Envoie un message que je puisse vérifier. Je vais réduire, je vais augmenter ça ici. Oui, ils ont tous reçu. Est-ce que vous arrivez à vous connecter? Mettez oui ou non. Est-ce que vous arrivez à vous connecter au lien? Normalement, si vous vous connectez, vous allez voir ce que la même chose que moi. Vous voyez bien? Exactement. Ça, il arrive à voir la même chose que moi. Exactement la même chose que moi. Il a le site qui est là, la page du site. Je peux, OK, ici, je peux aller sur la page du site, là. Je peux enregistrer les modifications. Là, il a fait les modifications, je peux confirmer. Bon, c'est vrai que là, après, il va me demander un truc de paiement, hein, parce que j'ai pris des options supplémentaires. J'ai pris des options supplémentaires. Je peux aller sur le site. Je peux voir les pages ici. Les pages sont là. Les pages créées par défaut. On peut en créer. Je peux aussi aller sur la boutique, hein. Je n'ai pas encore intégré la boutique. Je peux aussi intégrer la boutique ici. Mettre mes produits. Je peux acheter des produits, hein, ici. Les publier. Les produits que je vends, je peux acheter des produits, donner des prix. Voilà bien. Mettre des prix pour ces produits-là. OK, mettre des quantités pour les produits. Ouais. Tout ça, on peut les intégrer. Et regardez bien, on le fait sans taper aucune ligne de code. Aucune ligne de code. Aucune ligne de code. Aucune ligne de code. Intégrer les paiements, tout intégrer. Les rendez-vous, tout. On peut tout intégrer. La part aussi analytique également, on peut l'intégrer. On peut tout intégrer ici. On peut tout intégrer. OK? Et ça, c'est très intéressant. C'est
Très, très, très intéressant. Là, c'est le volet analytique hein, qu'on peut avoir ici. OK, pour voir comment évoluer. Et regardez bien, on n'a pas tapé de ligne de code. Hein. Il n'y a aucune ligne de code à taper. Aucune ligne de code. Aucune ligne de code. OK, donc on est 100% dans le code. Mais attention, le plus important, c'est que quand vous êtes, dites-vous que vous êtes dans un environnement où il faut d'abord commencer par définir le MVP. Le MVP, vous commencez par le MVP et vous augmentez ce que vous voulez faire. Vous y allez de façon graduelle. OK? Pas à pas jusqu'à la fin. OK? Donc, est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas répondues, s'il vous plaît? Euh, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. En principe, les limites, les limites, ça dépend de vous. C'est pas par vos contraintes. Les limites, c'est pas par vos contraintes. Hein. Ça veut dire que quand vous avez une boutique, dites-vous de quoi vous avez besoin, OK, pour gérer la boutique et qu'est-ce qu'il vous faut. OK? Quels sont les modules dont vous avez besoin? Quels sont qu'est-ce que vous voulez intégrer? C'est seulement ça. Oui, c'est déjà fonctionnel, hein? Regarde, ce site-là, regarde bien ce site-là, ça là. Quand tu vas taper ça, tu vas voir sur le monde. Regarde, je te copie ça ici. Je te copie le lien ici. OK? Clique sur le lien. Tu vas voir. C'est déjà en ligne. C'est déjà en ligne. C'est déjà en ligne. OK? C'est déjà en ligne, hein? C'est déjà en ligne. OK? Donc, c'est seulement ça. Maintenant, mettez en place votre idée de projet et choisissez un MVP et mettez l'accent sur le MVP et gérez le workflow. C'est le plus important. OK? Donc, c'est ça. On a combien de séances pour ce cours? Bon, ça, c'est un webinaire. Hein? C'est juste aujourd'hui, 1 heure de temps. On a fait 1h40 et quelques. Bon, mais c'est 1 heure de temps en réalité. OK? Bati, c'est c'est- c'est- c'est juste pour vous montrer un peu. Il y a plein de choses, hein, mais je pense que il faut maintenant il faut vous exercer par rapport à ça. Il faut aller plus loin. OK? Donc là, c'est pour vous initier, vous montrer un peu. Et là, maintenant, c'est à vous de creuser et d'aller plus loin. OK? C'est bon? Oui, oui, tu peux créer ton site sans problème. OK, tu peux créer ton site sans problème, une revenante. Ah, je vais bien voir ton nom là quand je dis revenante. OK, d'accord, c'est bon, merci. OK, et s'il y a d'autres questions? OK, bon, merci à vous aussi. Hein? OK, merci. Madame Sainabou? Euh, RTB, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. RTB, oui, RTB, oui, oui. RTB, vous pouvez l'utiliser aussi. Hein? Donc, il y a aucun souci par rapport à ça. OK, merci. OK, merci. Merci, Fadel. Merci. Madame Sek, vous me recevez? Madame Sek, Madame Sek. J'espère qu'on a pas. Désolée, j'ai deux questions en même temps. C'est Oh, pour moi, c'est ça. John, alors. OK. OK. Mais OK. OK. Donc, je pense c'est que vous bon, je avez pense. terminé, hein? Oui, c'est bon, c'est bon, oui, c'est bon, c'est bon, oui, c'est bon. OK, d'accord. Donc, OK, c'est merci. moi qui ai dépassé le temps. C'est moi qui ai vraiment dépassé le temps. C'est pas grave, ça se comprend. D'accord, Donc, OK. merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à tous.